Et nous continuons notre conversation avec Laurence Beneux, avec ce livre passionnant sur les brigades d'intervention, effectivement la brigade d'intervention. On en a parlé, on a dit ce qu'elle était, mais je voudrais qu'on parle de quelque chose qui a frappé les esprits, qui était un drame terrible, effectivement. En 2015, il y a eu l'attentat d'Hypercacher, il y a eu le massacre de Charlie Hebdo, hein, où toute la rédaction a été décimée aux 2/3 par les frères Kouachi. Et puis en novembre 2015, on sait le Bataclan, et on s'est tous posé la question, on ne peut pas raconter l'histoire du Bataclan ici, mais quand même, on s'est dit pourquoi les brigades d'intervention, les policiers, on ne va pas parler évidemment que de la BI, pourquoi ne sont-ils pas intervenus plus tôt? Parce qu'il y a eu quand même 2 heures ou 3 heures, on peut dire, où ça a massacré, ça a égorgé, ça a torturé, ça... Sans que... Alors, à la fin, il y a eu trois policiers qui sont rentrés et qui ont pu effectivement frapper. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous le racontez, effectivement, Laurence Beneux, et c'est resté, je crois, comme une plaie ouverte chez un certain nombre de policiers. Oui, en tout cas, la brigade d'intervention, ça, c'est sûr que c'est resté. Alors, c'est vrai que c'est comme toute la police, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui montent parce qu'ils sont complètement muselés. Il y a une espèce d'abus du droit de réserve aujourd'hui qui sert en fait à faire taire les problèmes au lieu de les résoudre. On les cache, oui. Donc on les cache, on met tout ça sous le tapis. Oui. Et donc en fait, les flics peuvent plus rien dire. C'est-à-dire que c'est plus le droit de réserve, enfin une obligation de réserve qui d'ailleurs est dans le code de déontologie et pas inscrit dans la loi du tout. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est... Mais alors, comment ont-ils vécu ça? Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que alors il faut voir qu'ils sont entraînés à ça. Ils avaient déjà fait l'Hypercacher, ils sont entraînés aux tueries de masse et tout ça, ce qui n'est pas le cas de la BAC. Je veux dire, les BAC, ils n'ont pas pu rentrer simplement parce qu'ils n'avaient pas l'équipement, ils n'ont pas l'entraînement, ils n'ont pas... D'accord, mais eux ont l'équipement, eux ont l'entraînement et ils sont entraînés aux tueries de masse. Là, c'était une tuerie de masse. Voilà, écoutez, pourquoi... Alors, il se trouve qu'il y en avait 6, il y avait une colonne de 6 qui était en ce qu'on appelle une réserve escalade à côté de la Tour Eiffel. Ils étaient en train de revenir, donc, je sais pas, il doit être 8 heures, voilà. Et là, ils entendent en fait qu'il y a des explosions au Stade de France. Ce qui au départ les affole pas plus que ça, parce qu'ils pensent bonbonne de gaz, enfin d'une parade de frites, gros pétards, etc. Mais sauf que en fait, ils sentent qu'il se passe quelque chose, parce que les gens ont quand même l'air affolés, il y en a d'autres, enfin, il y a une tension, ils reçoivent tout ça à la radio. Donc ils foncent à leur QG. Ils s'habillent, ils se disent il y a un truc qui va pas, et puis entre-temps, voilà, ils s'habillent et tout ça. Entre-temps, ils entendent, ils sont sur place, que ça tire dans le 10e et que ça tire dans le 11e. En fait, avec les 2 temps, enfin là où ils sont placés, ils sont à 5 minutes, quoi. Ils sont à 5 minutes. Voilà, ils sont à l'est, ils sont vraiment pas loin. Ils peuvent vraiment arriver super vite. D'accord. Donc ils disent, alors à ce moment-là, ça n'a pas encore tiré devant le Bataclan et dedans, mais déjà, donc ils appellent leur QG, ils disent, ça tire déjà au Bataclan, dedans. Attendez, les terroristes sont dedans. Non mais attendez, là déjà les terroristes sont déjà en train de tirer sur les terrasses. Ils sont déjà prêts à partir à ce moment-là. Ouais. Ils veulent aller dans le 11e. Ouais. Donc, et on leur dit non. On leur interdit. Qui leur dit non? Leur état-major. On leur dit non, quoi? On leur dit non, vous attendez. Vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Bon, ils entendent, vous voyez. Donc là, en fait, s'ils partaient à ce moment-là, il faut bien voir qu'au moment où ça a tiré devant le Bataclan, ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Ils auraient été déjà sur place. Ben oui. En tout cas, la rue d'à côté, si vous voulez. Et donc ils attendent. Quand ça tirait devant le Bataclan, parce que ça tirait devant le Bataclan avant de tirer dedans. Bon, ils attendent. 10 minutes plus tard, et là ça commence justement, ça tire, donc il y a eu des trucs, ça tire dans le Bataclan. On le sait partout, etc. Voilà, et donc ils entendent ça à la radio, et donc ils rappellent leur QG en disant bon, on y va. On leur dit non, vous y allez pas, on leur interdit d'y aller. Oui, c'est hallucinant ça. Et à la fin, donc c'est leur cadre qui est une femme à ce moment-là, qui du coup prend sur elle, et c'est très courageux, on se rend pas compte, parce que elle peut pas. Mais prend sur elle qu'il n'aille pas au Bataclan. Non, elle prend sur elle qu'ils aillent au 36 quai des Orfèvres rejoindre la BRI. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, non, mais attendez, c'est quand même hallucinant, je l'accuse pas. Vous dites c'est très courageux, c'est peut-être très courageux. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je trouve ça hallucinant, et je suis pas le seul, qu'il y a ça, ce sont des gens, pas seulement eux, qui sont là pour protéger les citoyens. On sait qu'il y a un massacre dehors et à l'intérieur, et puis on les envoie au quai des Orfèvres. C'est quoi ça? Alors, de toute façon, elle peut pas contrevenir un ordre direct. Oui. Alors moi, il y a des gens, pareil, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais pourquoi ils n'ont pas désobéi? Mais on se rend pas, mais parce qu'ils peuvent pas.
Et puis, S'ils peuvent. Non, on mais peut toujours, alors, oui, pardon de vous dire ça. Oui, mais on peut toujours. Quand il y a mort, non, mais excusez-moi. Là, c'est facile, vous allez me dire, je suis à un micro, c'est facile à dire. Mais quand même, quand il y a quelque chose comme ça, on est en train de massacrer des jeunes, des femmes, des enfants, on voit ça, on fait, ah oui, on dit, mais oui, on n'a pas l'ordre. Alors, vous vous rendez pas compte du conditionnement déjà incroyable que subissent les policiers, du carcan dans lequel ils sont posés et du peu de latitude qu'on leur laisse. Pas toujours pour des mauvaises raisons d'ailleurs, hein, mais voilà, pour le peu de latitude d'un côté, d'un autre côté, on leur explique jamais. Ils n'ont pas eu d'explication, ils en ont pas. Donc un ordre comme ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être par exemple parce que il va se passer ou il se passe quelque chose ailleurs, vous comprenez? Parce qu'ils savent pas s'il n'y a pas déjà des gens sur place. On les informe pas, on leur dit rien, oui, non, je comprends. On leur dit vous y allez pas, on n'a pas besoin de vous, mais ils savent pas par exemple qu'il n'y a pas une colonne de la BRI qui est en route. Vous voyez? Donc en fait, elle prend sur elle, parce qu'ils sont quand même comme ça. Non, j'ai compris. Donc elle va au Quai des Orfèvres. Elle prend sur elle de les envoyer au Quai des Orfèvres pour qu'ils soient prêts à partir avec des colonnes de la BRI si besoin est. Au moins, ils ont, pour pas arrêter de perdre du temps en gros, avec qui ils forment la brigade anti-commando. C'est quand ils vont arriver sur place qu'ils vont se rendre compte qu'il y avait personne sur place, que vous comprenez. C'est a posteriori en fait qu'ils vont se rendre compte. Enfin, il y a quelque chose, je ne parle pas de la femme. Honnêtement, au niveau de la responsabilité, on ne va pas... Ah mais l'état-major... Enfin, au niveau de l'état-major, il y a une responsabilité écrasante. Ah mais... Écrasante. Alors, on sait pas. Puis alors, si vous voulez, j'ai lu le rapport d'enquête parlementaire, vous savez, qu'il y a eu sur la gestion des attentats de 2015. Parce qu'on se demandait pourquoi les militaires n'avaient pas donné leurs armes, etc. Bon, on a eu une explication. Pourquoi on a empêché le GIGN d'intervenir? Il y avait 24 qui étaient pas loin, qui pouvaient, même si l'explication est moyenne. Bon, ok, on n'est pas sur une zone gendarmerie, les sacrées zones. Oui, enfin bon, ben voilà. Mais là, alors, ils étaient à côté. On était en zone police. Enfin, vous voyez, tout ça, et on n'en parle pas dans le rapport d'enquête parlementaire. Il y a une ligne, une fois qu'il est vite fait. Et donc ça leur est resté très fortement. Et ça leur est resté très fortement parce que, bon, il faut voir que, parce qu'on dit oui, ils sont préparés, mais personne n'est préparé à ça. Donc en fait, ça a été extrêmement traumatisant. Donc il y a, sur la colonne de 12, puis après il y avait 15 qui est rentrée, la première colonne qui est rentrée au Bataclan, il y avait 6 mecs de l'ABI. Il faut quand même se rendre compte qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir quand ils sont rentrés. Il était raisonnable de penser que l'endroit avait été piégé. Vous voyez, il y avait leurs amis derrière. Mais excusez-moi, c'est un métier à risque. Hein. Oui, je veux dire, ils s'en plaignent ça pas. fait partie des risques du métier. Mais d'ailleurs, ils s'en plaignent pas. Ils n'empêchent, mais c'est pas ça, en fait. Et donc, à partir de là, ils sont obligés. Donc, le but, c'est d'aller neutraliser les terroristes. Enfin, les terroristes qui restent. Donc, ils ont été obligés, entre autres, de laisser des blessés qui comprenaient pas et qui se disaient, la police, il y en a un qui me disait, vous vous rendez compte, ça devait être horrible, c'était l'effet qui se coule, les gens ont attendu, après ils sont restés 2 ou 3 heures. Après, ceux qui sont rentrés après, si vous voulez, en fait, ils disaient que c'était presque, il y en a qui pensent que c'était presque plus traumatisant parce qu'ils voyaient ce charnier, ces trucs épouvantables. Et ceux de la première colonne m'ont dit, sur le moment on a l'adrénaline, mais au retour, on se prend tout dans la gueule. En gros, ils ont tous après eu un stress post-traumatique. Puis c'est pareil, ils sont pas aidés les policiers, parce qu'en fait il y a beaucoup de policiers, pas seulement là-dedans, qui subissent d'énormes stress. On les soutient pas. Enfin, de toute façon. C'est vrai. Vous avez dit d'ailleurs, et on va reparler juste Laurence Beneux, parce qu'on va parler avec les auditeurs du Sud Radio et vous restez avec nous. Mais vous avez eu une phrase hors antenne. Vous avez dit, s'il y avait une société privée qui était gérée comme la police, elle ferait faillite depuis longtemps, eu égard à ce qui se passe dans la police. On va en reparler très vite avec vous, Laurence Beneux. Bouquin passionnant, Brigade d'intervention au Cherche Midi. À tout de suite. Et on est toujours avec notre invité, donc Laurence Beneux, qui est journaliste indépendante. 0826 300 300. Vous allez bien. Et on a Berkoff et son invité. Vous nous appelez dès maintenant. On vous donne la parole dans quelques minutes sur Sud Radio. Beaucoup de choses à dire. Hein. On va. Non, mais c'est bien. C'est parce qu'il fallait un peu s'apesantir là-dessus. Et on va parler avec les auditeurs. Et je vous interrogerai sur cette histoire de la police en général. Enfin, de ce que vous avez senti.
là pour finir, donc, Ouais. en fait, le temps perdu, entre guillemets, Ouais. ils se sont pris dans la gueule au retour aussi, parce que, par exemple, il me disait, on a vu des gens qu'on avait dû laisser qui étaient morts. Ceux qui restaient, quand ils sont revenus, ils étaient morts. Eh ouais. Vous voyez? Mais ça, les pauvres. Non, mais bien c'est sûr. faire, ouais. Mais c'est pour ça qu'ils disent le temps perdu au Bataclan, on le pardonnera jamais. Parce que oui, quand ils sont pas. Mais En fait, je comprends. l'ordre, ils pouvaient pas savoir. Pourquoi on leur donnait l'ordre de ne pas intervenir? Il pouvait y avoir une bonne raison. Non, mais ce que je trouve hallucinant, et ça, c'est pas du tout ni de leur faute ni rien. Je trouve hallucinant, et c'est là où notre démocratie marche pas très bien, franchement, en ce moment, qu'il n'y ait pas eu une vraie enquête et une sanction. Parce qu'il y a une faute, enfin, c'est pire qu'un crime, une faute là-dessus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une vraie enquête à tout niveau en disant écoutez, c'est pas possible. On savait très vite que c'était un massacre. Il fallait y aller. Mais de toute façon, enfin, moi, il y a plein de trucs que je trouve hallucinants. Je trouve hallucinant maintenant, si on ne savait pas, maintenant on sait. Je trouve hallucinant qu'il n'y ait pas un politique qui réagit. Rien. Par rapport à. Ça, c'est vrai aussi pour le reste de la police. Je trouve hallucinant qu'il n'y ait pas un syndicat de police qui réagisse. Par exemple, sur les histoires aussi de primes de décoration, enfin, les véhicules blindés. Qu'on leur refuse des véhicules blindés, c'est scandaleux par rapport à eux, c'est débile par rapport à la sécurité du président. S'il le savait pas maintenant, il sait que les gens chargés de leur protection sont en train d'essayer de blinder un petit peu, de bricoler des blindages avec des... Vous voyez voilà, de leur véhicule, visiblement, ils en ont rien à foutre, puisque, en fait, que je sache, les véhicules blindés, c'est pas pour autant que là, on est en train de leur proposer. Aussi, on leur a reproché de l'avoir dit. Voilà, alors, ce qu'on leur reproche, c'est de l'avoir dit, mais alors que c'est rien. Je veux dire, un véhicule blindé... Vous-même, Laurence Beneux, vous savez que quand j'avais interviewé Trump il y a 4 ans, on avait parlé du Bataclan. Alors, américain, mais porteur de choses, il disait... bah, je comprends pas comment. C'est marrant parce que c'était quelques mois après, quand je l'ai vu, c'était en février-mars, là, il y a 4 ans. Et il me disait, mais je comprends pas comment vous les Français, mais personne d'entre vous était armé. Mais nous, le port d'armes était interdit. Il dit, mais c'est hallucinant. Il dit, attendez, il lui suffisait d'avoir un ou deux types qui auraient tiré. Il dit, moi, j'aurais été là, j'aurais tiré. Peut-être qu'ils m'auraient tué, mais au moins, j'aurais arrêté le massacre. Alors, bon, c'est autre chose. Ou alors, il y aurait eu un effet de panique et en fait, il y aurait eu encore plus de victimes parce que les gens se seraient tirés les uns sur les autres. On ne peut pas savoir. Hein. Non, c'est vrai. Mais enfin, quand même. Là, si vous voulez, moi, je reste vraiment quelque chose. Quand je pense qu'ils ont pu, c'était du tir au pigeon, c'était open bar pendant plus de 2 heures. C'est que dans Paris, quand même, ça aurait été dans un coin désert, le temps d'arriver dans Paris, où il y a toutes les forces de police, de gendarmerie. Oui, mais non. Alors, et c'est là, non, mais le vrai problème, vous l'avez posé. Le vrai problème, c'est la hiérarchie. Quoi. Bah oui. C'est ça. Alors, parce qu'en plus, il faut voir que c'était le soir, c'était un vendredi soir. Donc, déjà, à la BRI, apparemment, il y avait 2 mecs de garde. Bon, parce que comme c'est géré n'importe comment. De toute façon, c'est toujours le problème avec la BRI. C'est que comme ils sont, en fait leur mission est beaucoup de la police judiciaire, même quand il faut le temps qu'ils rentrent. Qui rentrent, qui voient, qui passent. Qui patati patata. La différence avec eux, c'est que comme ils font que ça, ils sont prêts tout le temps. Mais là, il se trouve qu'ils étaient, les 6 là, ils n'étaient pas chez eux, si vous voulez, parce qu'après tout le monde était. Je comprends, ils étaient déjà sur place. C'est ça. Donc, et armés, et équipés, harnachés. Voilà, c'est-à-dire, ce qui aurait été un heureux hasard s'il avait été exploité, aurait été que justement il y avait cette colonne qui était déjà dans Paris. Sauf que en fait, ça n'a rien changé du tout. Non mais même, vous savez, au-delà de l'abbaye, au-delà quand même que le GIGN, qu'ils ne savent pas qu'abat en disant ça c'est police, ça c'est armé, qu'est-ce que ça veut dire cette connerie? Pardon, c'est de la grotesque absolue. Enfin, ces gens-là ont, attendez, la violence légitime, c'est quoi? 20 secondes, l'ami. Ouais. Je trouve ça... Allez, on va y aller. Sur le terrain. Voilà pour l'essentiel de l'information. Bon après-midi. Merci, Olivier Montégut. La météo Sud Radio. Avec Edo-outillage.fr, l'outillage électroportatif des pros à portée de main. Et une météo Sud Radio plutôt encourageante ce mardi, Rémi André. Oui, c'est une journée relativement calme aujourd'hui, si l'on accepte le vent. Pas de pub, Lucille. Il souffle près de la Méditerranée, mais là, sur le sud-est, eh bien, le soleil domine, les températures sont même assez agréables si l'on se tient à l'abri du vent, puisqu'il pourrait faire jusqu'à 16 à 18 degrés, donc sur les bords de la Méditerranée. Ce beau temps remonte d'ailleurs sur la partie est du pays, jusque vers le Lyonnais.
Partout ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, et encore quelques averses, notamment sur le littoral atlantique. Quelques averses qui dans l'après-midi entre Allez, 15 secondes, merci générique. Les averses, c'est le soleil qui domine. En revanche, près de la Manche, eh bien là, nous avons de plus en plus de nuages et le temps est plutôt automnal avec des températures fraîches, encore du vent. Et ce soir, bien, la pluie va revenir donc par la Manche. Merci Rémi André. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Nous avons parlé de la santé, nous avons parlé des pesticides, nous avons parlé de beaucoup de choses plus ou moins dramatiques, mais c'est important d'en parler. Et nous parlons aussi du Bataclan, des brigades d'intervention et de ce qui se passe quand on laisse des gens se faire massacrer. Une hiérarchie, en tout cas des gens, se faire massacrer au Bataclan et ailleurs. Pourquoi? Comment? On en parle avec Laurence Beleux. Et Laurence Bonneux, qui est journaliste indépendante et auteur de ce livre, Brigade d'intervention. C'est publié au Cherche Midi, 0826 300 300. On trouve Pierre qui nous appelle de Paris. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Écoutez, tout d'abord, un grand merci à Sud Radio de revenir sur ce dossier du Bataclan. Donc j'ai lu le rapport d'enquête parlementaire. Oui. Comme beaucoup de Français, je suis complètement révolté par la non-intervention de la brigade d'intervention qui était disponible manifestement. Oui. Donc moi j'ai deux questions. D'abord, simplement, mais qui était aux commandes? Qui est l'état-major ou pas l'état-major? Mais il faut maintenant donner des noms, il faut identifier des personnes. Il faudrait que Sud Radio et votre journaliste se mobilisent avec les victimes pour agir, parce que la France a été très, je pense, comme je disais, bouleversée par cette affaire. Et s'il y a des responsabilités, il faut les établir. Alors, accessoirement, moi j'ai eu accès à des victimes qui ont dit qu'en fait, on leur avait demandé de ne pas dénoncer par la suite. Oui, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà, quoi que ce soit, et notamment pour pas faire d'amalgame. Donc ça, c'est venu de la part de deux victimes. Et je pense que cette affaire mérite d'être éclaircie. Mérite vraiment d'être éclaircie. Pierre, et oui. Encore une fois, j'ai lu le rapport d'enquête. Oui. Non, mais la vraie question, c'est la question des responsabilités. Alors, Laurence Bonneux, la question que pose Pierre, et c'est des millions de Français se la sont posées. Effectivement, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, à presque 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans du drame, comment ça se fait que les responsabilités n'ont pas été éclaircies, que ça reste encore dans les limbes ou dans le brouillard? Parce qu'on n'a pas eu envie de les éclaircir, sinon ça l'aurait été. Hein. Alors, les policiers, en tout cas, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que les policiers de la brigade d'intervention, à qui j'ai parlé, ne savent pas, je veux dire précisément le nom, parce qu'en plus, c'était une journée particulière. Toutes les huiles étaient au Stade de France, hein, avec le président. Oui, bien sûr. Vous voyez, le préfet, voilà, donc le directeur, donc déjà, c'était la haute hiérarchie, mais un sous... Oui, d'accord. Un sous-haute hiérarchie. Disons que c'était les numéros 2 ou 3. Voilà. Donc c'était quelqu'un de l'état-major qui agissait sur l'ordre de qui? Eh ben, on n'en sait rien. Pourquoi? Non, mais comment ça se fait? Vous ne vous posez pas la question quand même que d'abord, qu'il n'y ait pas eu des journalistes, et Dieu sait s'il y a des journaux et des médias en France, il n'y a pas que Sud Radio, il y a les autres, personne n'a enquêté là-dessus. Et deuxièmement, ce qui est étonnant, c'est que l'État lui-même, le ministère, la hiérarchie, n'est pas enquêté eux-mêmes. Oui. Je ne parle même pas de l'IGPN, hein, je parle au niveau des ministères. C'est-à-dire, il s'est quand même passé quelque chose de grave. Imaginez que, et à Dieu ne plaise, ou à la Providence ne plaise, que ça revienne, que ça ne se repasse. On peut espérer que, en tout cas, si c'est dans Paris ou dans une grande ville de France, qu'il y ait la possibilité d'agir très vite. Juste un mot, vous savez très bien, on le sait, le monopole de la violence légitime a été accordé à la police et à l'armée parce qu'ils représentent l'État, justement, sinon chaque citoyen se ferait justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors eux le vivent comment? Vous dites eux, est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils vous ont dit, Laurence Bonneux, oui écoutez, c'est pas normal qu'on ne sache pas et qu'il n'y ait pas eu de responsabilité, dites ou ils disent bon ben c'est terrible. Non, alors voilà. Eux ils disent de toute façon les explications nous on n'en a jamais, on nous les donne pas. Ouais. Donc ils disent ça simplement, ils disent ça, le retard au Bataclan qu'on nous a imposé c'est quelque chose qu'on ne pardonnera jamais. Voilà. Mais en fait ils savent pas. Maintenant pourquoi en fait on sait pas, enfin faut bien se rendre compte que si on voulait avoir une police qui fonctionne, on en aurait une. Hein.
Vous comprenez? Vous dites qu'elle ne fonctionne pas, la police, comme elle devrait fonctionner. Non. Voilà. Je dis qu'on a 90% ou beaucoup plus des policiers qui travaillent par vocation, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec très peu de latitude d'initiative de rien du tout, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Il y a une gestion de la ressource humaine qui sont maltraitées par la hiérarchie et que personne n'en a rien à fiche. Que si on avait réellement voulu savoir, effectivement on aurait su, et que si on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas réellement eu envie de savoir. C'est tout. Vous disiez, il y a au moins eu un journaliste, je me rappelle plus son nom, ce chroniqueur de RMC, qui a essayé, qui avait dit des choses, si vous voulez, sur le Bataclan, qu'on lui a beaucoup reproché. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il s'est fait virer la semaine d'après de RMC, mais par-dessus le marché, on lui a dit, j'ai lu ça, RMC lui a glissé en dessous que en fait ils étaient tricards au ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces formes de censure déguisée. On sait que ça existe. Nous avons Jean-Pierre. C'est ça, Jean-Paul plutôt. Jean-Paul, 0826 300 300 Sud Radio qui part à Draguignan. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour votre invité, bonjour. Bonjour monsieur. Je voulais évoquer le discours sur le séparatisme que devrait faire notre président de la République. Oui. D'abord, il peut y avoir une correspondance avec votre invité et aussi son livre très intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que personnellement, j'ai peur qu'il n'y ait rien suivi des faits. Ce soit encore un discours et qu'il n'y ait pas la force nécessaire pour s'attaquer vraiment à ce problème. Bon, salut les amis, je suis obligé de couper. Vous avez vu ce live très intéressant. Vous retrouverez, je mettrai ça en titre, l'ouvrage de cette journaliste indépendante sur le fait que, effectivement, au Bataclan, les policiers pouvaient intervenir beaucoup plus tôt et ne l'ont pas fait parce que la hiérarchie ne leur a pas donné l'ordre de le faire et que c'était géré n'importe comment. Donc voilà, ça donne aussi une indication de comment fonctionne la police de l'intérieur, cette absence de gestion des ressources humaines qui conduit à des drames et qui conduit à faire n'importe quoi aussi, on l'a vu cette année dans la rue, avec des gens qui ne sont pas formés, et ceux qui sont vraiment volontaires et qui voudraient faire quelque chose, mais on ne leur permet pas d'agir. Donc BRI, Laurence Beneux, c'était au Cherche Midi. Voilà, très intéressant, je trouve, d'avoir aussi ce point de vue que vous n'entendrez pas forcément ailleurs. Voilà, donc vous avez une police qui n'est pas du tout gérée et des gens qui sont traités comme du bétail. Ça vous donne aussi une autre façon, un autre prisme pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Et en tout cas, merci aussi à tous pour hier vous étiez plusieurs centaines de milliers là, à suivre sur toutes les plateformes. Donc ce qu'on a fait avec le média, je pense c'était une réussite, on peut le dire, et qu'on refera comme ça ces espèces de plateaux de table ronde avec des gens très divers, très intéressants, avec une diversité de points de vue. Voilà, ça donne à voir un petit peu le dessous des cartes et c'est ce qu'on essaie de faire, d'avoir plusieurs angles, plusieurs prismes pour comprendre exactement comment les choses s'organisent ou ne sont pas organisées d'ailleurs et pourquoi on arrive à autant de drames, de tragédies et de fonctionnaires comme ça laissés, qui sont hyper encadrés, à qui on ne demande pas de réfléchir, qui n'ont pas de retour finalement sur leur propre expérience et qui sont envoyés comme ça au feu sans qu'ils puissent eux-mêmes dire ce qu'ils pensent ou s'organiser. Je trouve ça très intéressant. Je vous dis à bientôt et puis je reviens très vite vers vous les amis. N'hésitez pas à partager. Salut, ciao.